Gérard Collomb, la petite Maëlys a disparu depuis 10 jours maintenant. Un homme a été mis en examen et écroué après avoir été entendu une deuxième fois par la police. L'ADN aurait parlé. Ce matin, qu'est-ce qui prédomine le plus chez vous? La prudence? Et pouvez-vous nous dire un peu plus de choses? Que savez-vous de l'enquête ce matin et de sa progression? Si vous voulez, je crois que le ministre de l'Intérieur ne peut pas commenter l'enquête judiciaire. Simplement constater que les moyens qui ont été déployés sur ce drame ont été des moyens extrêmement conséquents, puisque vos téléspectateurs ont tous vu. On avait déployé l'ensemble de la palette des forces de sécurité, à la fois donc chiens qui détectaient les odeurs, plongeurs qui allaient voir effectivement si dans les étangs alentours on ne retrouvait pas de corps, et puis des effectifs déployés conséquents. Mais il semble que ce soit la police scientifique. Et la mobilisation. C'est la police scientifique. Bien sûr. Bien sûr, chaque fois les empreintes sont prises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ADN permet de résoudre des affaires qu'on ne résolvait pas il y a encore quelques années. Monsieur le ministre, c'est aujourd'hui la rentrée scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire que la rentrée scolaire se fait en toute sécurité ? Elle se fait en toute sécurité. D'abord, moi, je voudrais faire un petit clin d'œil à mes filles qui ont 13 ans et 9 ans, qui font la rentrée scolaire aujourd'hui, et qui m'avaient dit « Comment, papa, tu ne vas pas être avec nous ?» Et donc, mais non, hier, vous êtes sur Public Sénat. J'ai eu droit aux bouderies toute la journée. Je vous rassure, nous aussi. Voilà, je suis comme tous les papas, toutes les mamans du monde qui, le premier matin, emmènent leurs enfants. Oui. Elles vont à l'école à Lyon ? Matière de sécurité, oui, monsieur le ministre. Sur la sécurité, on a travaillé beaucoup. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille depuis les attentats sur la sécurisation des écoles. Et donc, il y a eu des sommes importantes qui ont été investies sur les 3 dernières années. En même temps, il y a eu une formation d'un certain nombre de personnels de l'éducation nationale par des policiers, par des gendarmes, de manière à voir quelle attitude adopter pour ces problèmes de sécurité. Et enfin, avant les vacances, avec mon collègue ministre de l'Éducation nationale, nous avons eu une séance de travail pour que partout, dans tous les départements, il y ait des réunions entre les forces de police, les forces de sécurité et puis les recteurs, les chefs d'établissement. Aujourd'hui même, avez-vous déployé de nombreuses forces de sécurité, en plus, par exemple, parce qu'il y a un chiffre à donner ce matin, pour assurer la sécurité des élèves ? Il n'y a pas un chiffre, si vous voulez, mais par exemple, lorsque on parle de nos dispositifs. Chaque fois, évidemment, on les redéploie. Vous voyez, hier, il y avait beaucoup de monde qui surveillait la braderie de Lille, oui. Et dès ce matin, ils sont redéployés devant les écoles. Monsieur le ministre, Nathalie Moret, vous avez rappelé que vous étiez parent de jeunes enfants. Est-ce que vous pensez que, avec ce qu'est en train de préparer Jean-Michel Blanquer, ils seront mieux préparés pour leur avenir que lors du quinquennat précédent ? Oui, je crois, il me semble, comme vous le savez, moi j'étais enseignant au départ, et donc il me semble qu'on avait un peu dérivé, et qu'en particulier pour les enfants de milieux culturels, on va dire défavorisés, on faisait trop comme s'il y avait une culture, comme s'il y avait un apprentissage qui était fait à la maison. Et quand, par exemple, dans les classes, les quartiers populaires, on va dédoubler les effectifs, c'est effectivement un renfort pour ces enfants. Encore une question sur la rentrée scolaire. Vous avez peut-être entendu cette polémique autour de la cigarette qui pourrait revenir dans les lycées. Parce qu'il y a des raisons de sécurité, ça éviterait les attroupements devant les écoles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ce qui va se passer ? Alors, écoutez, je vais vous donner une réponse là, personnelle, parce que je pense que rien n'a été tranché au niveau d'aucun ministre. Franchement, le mieux, c'est quand même de ne pas trop fumer. On fait des campagnes toute l'année pour dire qu'il ne faut pas fumer. Les médecins se mobilisent, puis ensuite, le sujet, c'est de savoir si on fume dehors ou dedans. Quoi. Consigne ou pas ? Mais votre avis de ministre de l'Intérieur, effectivement, par rapport à ça, par rapport à ces attroupements devant les lycées ? Je pense, si vous voulez, qu'il va essayer d'éviter les attroupements, ou en tout cas que l'organisation de sécurité
devant les établissements scolaires sera renforcée. Vous voyez, il y a souvent des parvis devant donc les lycées ou les collèges. Il faut à ce moment-là borner pour qu'effectivement il ne puisse pas y avoir de voitures béliers qui effectivement foncent sur celles et ceux qui se trouveraient dehors. Gérard Collomb, il y a un livre qui fait polémique, c'est un principal de collège à Marseille, ex-principal. Le titre principal de collège ou imam, il évoque l'emprisme de l'islamisme dans les collèges de la ville. Il parle de loi du silence. L'islamisme radical est aux portes de ces écoles. Il se trouve qu'on m'a offert ce livre avant-hier. On m'a dit il faut absolument que tu lises ce livre. Oui, il y a des difficultés. Il y a des difficultés parce qu'il peut y avoir dans tel ou tel quartier des tentatives d'embrigadement des esprits à l'extérieur. Et donc forcément, les élèves ramènent cet état d'esprit à l'intérieur des établissements. Mais aujourd'hui, on commence à faire beaucoup sur la radicalisation. Ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que Daesh, cette forme d'islamisme extrémiste, ce n'est pas l'islam. Et donc que c'est un dévoiement de cette religion. Et je crois que comme Daesh a su faire à un moment donné de la propagande pour embrigader un certain nombre d'esprits, nous, il faut que nous sachions communiquer à ces jeunes et dire qu'on peut être musulman, puis en même temps ne pas tomber dans la caricature qu'est Daesh. Gérard Collomb, vous allez recevoir les préfets demain en présence du président de la République. Que va leur dire Emmanuel Macron aux préfets ? Si vous voulez, je pense qu'il va leur dire d'abord qu'il faut faire en sorte que la politique du gouvernement dans les territoires puisse trouver son prolongement. Et donc que toutes les mesures qui sont prises doivent évidemment être appliquées. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de faire en sorte que nos universités continuent à entraîner et le fassent peut-être encore plus notre économie. Vous voyez, il y a une petite reprise économique. La loi travail devrait, à mon avis, l'accentuer, mais il faut effectivement des gens formés, des gens qui vont sur les technologies nouvelles, l'innovation. Parce qu'on voit bien que lorsqu'on a une reprise comme celle que l'on connaît, et donc une consommation un peu plus forte, on s'aperçoit que le déficit de notre commerce extérieur grandit, 45 milliards cette année, alors que l'Allemagne fait 270 milliards de bénéfices. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Après, les problèmes de terrorisme sont évidemment extrêmement importants toujours. On a bien vu Barcelone. Problèmes de sécurité ne le sont pas moins. Puis enfin, il y a essayé de faire en sorte que les fractures françaises se résorbent, les fractures à l'intérieur des villes, mais les fractures entre villes et campagnes. Justement, Nathalie Moret. Au niveau des territoires, vous étiez maire jusqu'à il y a peu, vous êtes encore très présent dans votre ville de Lyon. Si vous étiez encore maire, est-ce que vous feriez partie des élus locaux qui grognent contre la baisse prévue des dotations aux collectivités locales? On parle de 13 milliards sur le quinquennat. Alors, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'il n'y aura pas, pour reprendre vos termes, de baisse des dotations. Et c'est la première année depuis longtemps où il n'y aura pas de baisse des dotations. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Entre baisse des dotations et faire des économies, il y a quand même la nuance. Il dit, de la même manière que nous allons faire baisser la dépense publique nationale, il faut faire baisser la dépense publique locale. Et il y a des moyens de le faire. Si vous voulez, lorsque moi j'ai fait par exemple la métropole de Lyon, c'était aussi pour faire baisser la dépense publique. Je savais que les temps n'allaient pas être très bien. On a donc fusionné l'ancien conseil général, la communauté urbaine de Lyon, et donc voilà, on a pu fusionner et avoir des moyens. Vous disiez vous-même que pour les villes très attractives comme Lyon, ça veut dire plus d'habitants, ça veut dire plus d'écoles, ça veut dire plus de dépenses, parce que plus d'investissements. Je suis d'accord, mais ça veut dire aussi plus d'impôts et de recettes. Alors justement, si on continue sur cette question des territoires, il y a quelque chose qui monte aussi en ce moment, et vous entendez cette grogne, c'est la fin des contrats aidés. Est-ce que c'est une erreur ? Alors, si vous voulez, je comprends à la fois celui, évidemment, qui est en contrat aidé, à qui on va dire, à la fin, c'est terminé. Je comprends un certain nombre d'associations pour qui c'est quelque chose d'important. Mais vous savez, il y avait inscrit en loi, en prévision, le double
de contrats aidés que ce qui était réellement financé sur 2017. Alors, on en a rajouté un certain nombre, mais ça ne correspond pas évidemment à ce qui était annoncé au départ. Donc c'est pas une erreur de les supprimer. Alors, sur le contrat aidé, j'y viens maintenant. Ouais. Vous avez une étude qui a été faite au mois de mars dernier par la DARES et qui montre qu'il y a deux sortes, comme vous le savez, de contrats aidés. Les contrats aidés dans le secteur marchand. Et là, on dit que finalement, avec la reprise de l'économie, c'est plutôt un effet d'aubaine. Puis il y a ceux qui sont dans le secteur non marchand. Et alors, la difficulté, c'est que quelqu'un qui a eu un contrat aidé a 8% de moins de chances de retrouver un emploi pérenne, parce qu'effectivement, on considère que quand on a été dans un emploi aidé, pour une entreprise privée, on n'est plus employable. Permettez-moi de prolonger cette question politiquement. Je parlais d'erreur, parce que quand on voit toutes ces annonces économiques, et notamment sur les territoires, on peut se dire que vous allez peut-être pas gagner les élections sénatoriales comme vous auriez pu l'imaginer. Mission impossible ? Les élections sénatoriales, si vous voulez, elles reposent sur les scrutins d'avant. Or, comme les scrutins d'avant, on va dire la droite a à peu près tout gagné, ça ne peut pas être une formidable embellie pour la République. Donc, mission impossible. Bah oui, faut regarder la réalité, donc faut pas s'attendre à des miracles. Vous reculez un peu par rapport aux estimations qui étaient prévues ? Oui, je ne sais pas qui avait estimé, mais en tout cas... On avait parlé de 60 députés, La République en marche. Un chiffre mathématique suffisait à montrer qu'on n'aurait pas effectivement autant de sénateurs qu'annoncés. Et avec tout cela, toutes les annonces économiques, en plus vous annoncez pour les radars routiers, que des entreprises privées vont devoir gérer les radars aujourd'hui à la place des policiers et des gendarmes notamment. Et les Français s'inquiètent du fait que, simplement, ils craignent la politique du chiffre, craignent pour le portefeuille. Mais ils devraient, si vous voulez, ils devraient se réjouir, parce que ça veut dire autant de policiers qui seront demain devant chez eux pour les protéger. Qu'est-ce que nous faisons, en fait ? C'est une expérimentation que nous allons d'abord réaliser dans un département, la Normandie, puis que nous allons étendre. Effectivement, on n'aura plus de policiers, mais nous avons pris comme précaution que ce n'était pas au nombre de PV que la société était rémunérée, mais il y avait un forfait qui était fixé d'avance. Mais vous savez, il y a une réalité que l'on doit prendre en compte, c'est que la mortalité avait baissé. Et puis, depuis 2 ans, elle a réaugmenté. Et il faut absolument empêcher qu'il y ait des morts sur les routes. Si vous le permettez, en particulier des jeunes. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce gouvernement ? J'essaye de me sentir le plus à l'aise possible. On dit que vous feriez partie d'un groupe de ministres anciens socialistes qui se regroupent parce qu'il faut faire un petit peu contrepoids aux libéraux que seraient les Bruno Le Maire et tout. Non, moi je ne suis pas du tout dans cette pensée. Moi ce que je veux, c'est que les mesures que l'on prend soient efficaces pour la vie quotidienne des gens. Et j'estimerais que ce gouvernement réussit si les gens voient, pas dans le mois qui vient, mais en 1 an, que leur vie s'améliore. Vous voyez, moi je suis quelqu'un du concret. Je suis dans une ville, si j'y ai, on va dire, quelques amis, c'est parce que les gens voient leur environnement se transformer et voient que pour eux les choses s'améliorent. Je voudrais qu'on fasse la même chose au niveau du gouvernement. Gérard Collomb, Laurent Wauquiez, président d'Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence des Républicains, vous le connaissez bien, il est président d'une région dont Lyon est la métropole. Est-ce que l'opposition incarnée par une forme de droite un peu dure est un avantage ou un inconvénient pour le gouvernement ? On va dire que c'est surtout un inconvénient pour la droite classique, puisque un certain nombre de gens disent « nous, on ne se reconnaît pas dans une droite extrêmement dure, qui demain d'ailleurs peut faire alliance avec un certain nombre d'éléments d'extrême droite ». Donc oui, il y a une ligne qui est une ligne quand même vraiment dure, avec un changement sur l'Europe fondamentale. Laurent Wauquiez, c'est un homme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous lui reconnaissez des qualités ? La barque, mais quand même, c'était l'héritier de Jacques Barrot. Et on s'aperçoit qu'entre Jacques Barrot et Laurent Wauquiez, il y a eu quand même une certaine inflexion. Je voudrais vous entendre sur le cas d'Amjad El-Guerram, député qui était mis en examen pour violence volontaire. Doit-il quitter son poste de député ? C'est inacceptable, effectivement, de pouvoir commettre des violences alors qu'on est représentant de la nation et qu'on doit être un modèle pour tous. Vous lui demandez de démissionner ?
Bah, ça serait mieux pour lui. Oui.